Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'une nouvelle Flandrienne, Gand Wevelgem. On va revenir un petit peu sur cette course de 250 km où on a eu pas mal d'actions aujourd'hui. Et puis avec une grande Lidl Trek. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez vite sur une notification, mieux c'est pour mettre en avant une vidéo sur YouTube. Et je remercie les gens qui font l'effort de le faire. Gand Wevelgem, grosse édition 2024. Il y a eu beaucoup de spectacles. Ça a commencé déjà avant même les images télé avec des coups de bordure. Gros coups de bordure. On a à un moment un groupe de 29 à l'avant avec pas mal de coureurs qui se font avoir, qui sont obligés de rouler. Je pense notamment à Jaiko Alula, Intermarché qui était dans un deuxième groupe. Donc on a eu des bordures. On a eu beaucoup d'actions pendant la course avec un Mathieu van der Poel qui a encore une fois déclenché dès la première montée du Mont Kemmel, donc à 90 bornes de l'arrivée, qui a tenté de faire la différence. Sauf qu'il s'est retrouvé avec les morbacs de Lidl Trek, parce qu'il s'est retrouvé avec plusieurs morpions. Il y en avait trois Lidl Trek, qui ont encore fait une grosse course collective. Alors j'avais un peu oublié d'en parler sur le Grand Prix E3 lors de la vidéo, parce que j'avais tourné un petit peu tard la vidéo, et donc j'avais complètement zappé la Lidl Trek. J'en avais parlé lors des shorts, mais j'en avais pas parlé lors de la vidéo. Mais là aujourd'hui ils ont encore été très solides au niveau collectif et il faudra faire attention à eux. Et Mathieu van der Poel peut-être un petit peu fatigué également de son grand numéro du Grand Prix E3, et qui a un peu couru de la manière j'attaque et puis après je vois qui me suit, et c'est vrai que la stratégie n'a pas encore été exceptionnelle sur cette course, mais on y reparlera. Et puis en fait j'avais le sentiment qu'à chaque fois la Lidl Trek avait un coup d'avance sur Mathieu van der Poel, qu'ils avaient toujours une solution pour contrer Mathieu van der Poel. Et donc belle victoire de Mats Pedersen, d'une course où il y a eu pas mal d'attaques aussi derrière. Et puis sur la fin, on a tenté le regroupement général, mais les Soudal Quick-Step ont laissé un petit peu trop d'avance au groupe de tête. C'est vrai qu'à un moment, je crois que la course, la Soudal Quick, enfin les sprinters du deuxième groupe, ils la perdent entre 45 et 35 et 30 km de l'arrivée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc après les chemins de terre, on s'organise bien. L'écart est à peu près de 30 secondes sur le groupe Van der Poel à ce moment-là. Et puis, à un moment, on n'arrive pas à s'organiser, on arrête de rouler. Il y a des équipes qui font pas le job. Je pense notamment à Soudal Quick-Step qui décide d'arrêter de rouler. Sauf qu'il fallait se rouler à ce moment-là pour limiter l'écart sur Van der Poel. Ensuite, on va dire un petit peu arrêter avant le Mont Kemmel parce qu'on savait que Merlier aurait peut-être du mal à le passer. Ensuite, récupérer Merlier et finir fort. Mais à partir du moment où il y avait plus d'une minute entre le peloton et Van der Poel, même s'ils ont récupéré beaucoup de temps dans le final, c'était trop compliqué en 10 km de récupérer une minute dans le final après Ypres. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Pedersen. Pour moi, il a été très fort, Mats Pedersen, parce qu'il fait... En fait, la Lidl Trek, c'est certes une victoire de Pedersen. Je trouve qu'il gère très bien son sprint, mais c'est aussi une victoire de la Trek. C'est-à-dire que la Lidl Trek a couru en équipe, a tenté, à harceler en fait Van der Poel. Je crois que leur objectif, c'était de harceler Van der Poel. On a vu avec Milan, on a vu avec Stuyven aussi, on a vu avec Pedersen. Ils ont essayé de bloquer un maximum Van der Poel. C'était l'objectif, c'était de harceler Van der Poel. Et ils ont réussi,
Parce qu'à la fin, Van Der Poel, bah, tu sens bien que dans la dernière montée du Mont Kemmel, il n'est pas très frais. Il commence à être un petit peu en difficulté. Je pense que Pedersen aussi a eu l'intelligence dans certains secteurs de passer en première position. Ce qui changeait un petit peu la donne et ce qui lui permettait aussi, dans ce dernier passage du Mont Kemmel, vous avez Pitty qui explose et Pedersen qui est en première position. Ce qui fait que Pedersen, pour que Van Der Poel le dépasse, il faut que Van Der Poel soit vraiment une jambe au-dessus. Et Van Der Poel n'était pas une jambe au-dessus au final. Ensuite, ça collabore très bien entre les deux, jusqu'à 1,5 km de l'arrivée. Sauf que Pedersen, il est intelligent. Il sait qu'il a un gros développement, Pedersen. Donc il sait que il pourra pas. Et surtout, il sait que Van Der Poel, sur un sprint à basse vitesse, il est très explosif, Van Der Poel. Donc il va être en capacité de changer de rythme. Pedersen, il sait aussi que les sprints longs, ça lui fait pas peur. Donc il décide de faire un sprint long. Parce qu'il se dit, si ce que j'ai vu de Van Der Poel, pas super bien physiquement, un peu fatigué, se confirme, au bout d'un certain temps, il va exploser et il risque d'exploser avant moi. C'est ce qui s'est passé. Parce que Pedersen, c'est l'un des rares qui est capable de faire des sprints de 300 mètres en faux plat montant à Limoges, l'année dernière. Ça, faut rappeler encore ce sprint-là. C'est un mec qui a cette capacité-là à tenir très longtemps. Au niveau des sprints, physiquement, et là aujourd'hui, il fait encore un sprint de costaud. Sur le sprint qu'il fait, après 250 km de course, il faut le réaliser. Mais c'est pas comme s'il avait déjà fait un sprint de grand malade quand il est champion du monde sur un parcours de 280 km. Alors, il y avait un peu moins de 280. Je sais plus, c'était 270 parce qu'il y avait eu beaucoup d'eau, mais sur une course où les conditions sont atroces pendant toute la journée et il fait un sprint de 250 mètres aussi ce jour-là. C'est un coureur qui a cette capacité-là. Alors, parfois il s'enflamme, mais là aujourd'hui, il a été intelligent et puis il fait un sprint à haute vitesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas freiné. Il a continué à rouler 42-43 km/h, ce qui fait que Van Der Poel a eu plus de mal à emmener un gros braquet, parce que ça demande vraiment des qualités de puissance que n'a pas autant Van Der Poel que Pedersen. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, mais une grande Lidl Trek, il y a Milan quand même, qui fait 4 ou 5 de cette journée. Là encore, c'est impressionnant, parce que vu les efforts qu'il a fait aujourd'hui, Milan, réussir quand même à sprinter dans le final et à finir devant notamment à Olaf Koy, solide. Et Stuyven, dommage, la crevaison, mais ça a été aussi une belle journée de Jasper Stuyven. Deuxième coureur top, Laurens Pitty. C'est le seul Groupama qui surnage sur ces classiques flandriennes, parce que Kung, c'est pas exceptionnel. Alors Madouas, nos abonnés absents. Les autres coureurs du côté de cette formation, c'est également un petit peu compliqué pour le moment du côté de cette équipe. Par contre, il est impressionnant parce que c'est l'un des rares qui arrive à tenir la cadence d'un Van Der Poel aujourd'hui. Et aussi parce qu'il se place super bien. Je crois que sa vraie force, c'est cette capacité à se placer avant les moments chauds. Il a vraiment une qualité, Pitty, c'est le placement. Il arrive à se placer seul, mais c'est vraiment une très très grande qualité. Et puis après, il lui manque encore un peu de caisse, mais ça reste un coureur jeune. C'est le seul truc qui lui manque aujourd'hui à Pitty pour le moment. C'est un peu d'endurance. Voilà. Il lui manque un peu de ce qu'on appelle de caisse, de capacité à tenir sur des épreuves longues. Là, on voit, à Kurn, il avait explosé au bout de 20 km, 25 km. Donc là, il est entre 99 km et 35 km. Il a tenu une grosse soixantaine de kilomètres. Mais aujourd'hui, c'était une course de 250 bornes et on voit que à partir du moment où on atteint 215, 220 km, ça devient une course. Dans le Mont Kemmel, le dernier passage, il explose complètement. Comme il avait explosé aussi à Kurn. Et il lui est arrivé le même malheur qu'à Kurn, où dans le final c'est compliqué, mais on voit que c'est quand même un coureur qui a des bonnes qualités. Je pense qu'il faut qu'il travaille sur ces secteurs flandriens, sur les pavés. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur comment passer les pavés, et puis surtout sur cette capacité à tenir sur des longues distances. Mais ça viendra, je pense. Ça viendra, c'est un coureur qui, encore une fois, qui est jeune. En plus, l'année dernière, il n'avait pas fait toutes les courses belges.
parce que notamment il avait fait Cholet, donc il n'avait pas fait toutes les grosses épreuves belges l'année dernière. Ouais, il avait fait Neuquereux, Bruges, tout simplement. Donc il a une expérience sur les pavés qui est assez faible. Et il avait fait la Bruxelles Cycling Classic au mois de juin, mais il n'avait pas fait tant de courses pavées que ça. Donc c'est un coureur qui doit encore progresser dans ce domaine-là. On le reverra à travers la Flandre ensuite. Je ne sais pas s'il fait tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais c'est un coureur qui peut être intéressant peut-être sur ça peut être intéressant de le mettre sur ces épreuves-là. C'est peut-être un coureur qui aura du mal à tenir, encore une fois, le kilométrage sur ces épreuves-là, mais ça peut être pas mal. Puis ensuite, il est prévu qu'il fasse le Giro, notre ami Laurens Pitti, où il pourrait, pourquoi pas, aller en troisième semaine, parce qu'il y aura quand même du monde du côté des sprinteurs normalement, mais en troisième semaine, ça pourrait être un coureur intéressant pour aller chercher des résultats sur les sprints, et puis pourquoi pas, possiblement faire un classement pour le maillot du classement par points, également Laurens Pitti. Ça peut être des objectifs intéressants. On poursuit. Van der Poel. Alors, deuxième, c'est quand même un bon résultat pour Van der Poel. Ils font 2 du côté d'Alpecin et Philipsen fait 4 aujourd'hui. Donc il est que battu par Jordi Meeus, Philipsen, et Van der Poel, il est que battu par Pedersen. Philipsen, il a profité du travail des autres. Je pense que Kragh Andersen a passé quelques relais, mais il a surtout profité du travail des autres, donc il a réussi encore à se faire oublier, donc ça c'est très bien de la part de Philipsen, et ça reste un coureur qui sera dangereux sur Paris-Roubaix, pour moi. Du côté de Van der Poel, il a fait quelques erreurs aujourd'hui, Van der Poel. Certes, il était fort, je pense qu'il pouvait gagner aujourd'hui, mais il a fait des erreurs stratégiques. Bon, il déclenche à 90 km de l'arrivée, à plus de 90 km de l'arrivée. À ce moment-là, je pense qu'il se dit, je suis en forme physiquement, j'ai la baraka, j'ai tout dominé sur le Grand Prix de 3, je vais réussir à battre tout le monde. Bon, déjà, pas de peau pour lui, il n'arrive pas à lâcher tout le monde dans cette première montée. Mais bon, il dit, bon, c'est 700 mètres de pavé, voilà, c'est pas... Enfin, le Mont Kemmel, peut-être que dans d'autres montées, ça va le faire. Bon, donc il continue sur les chemins Le problème, c'est qu'ensuite, il y a Milan qui part. Et là, il se retrouve dans une situation un peu merdique. Parce que Milan part, il se retrouve à voir Milan à 15-20 secondes devant. Il se retrouve à voir derrière le peloton qui est aussi à 15-20 secondes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut se dire, est-ce qu'il ne faut pas plutôt qu'il revienne dans le peloton ? Oui, mais s'il revient dans le peloton, on fera le travail pour Philipsen. Voilà, donc lui il se dit, si je veux gagner cette course-là, il faut peut-être que je continue de rouler. En plus, ça permet à mon équipe de ne pas être obligé de travailler, parce que je suis devant. Donc c'est un peu avantageux, quoi. Donc ensuite, on a Van der Poel qui continue, mais qui roule énormément dans le groupe de chasse, parce qu'il est emmerdé avec la Lidl Trek. Lui, il fait quand même, je dirais, 75% du boulot de l'échappée de devant. Et sauf que Pedersen, lui, pendant ce temps-là, il fume la pipe. Il n'a pas besoin de rouler, il a un équipier devant. Ça joue forcément dans le dernier passage du Mont Kemmel. Et dans le dernier passage du Mont Kemmel, c'est trop léger, quoi. Et il a du mal à suivre Pedersen. Et il montre un signe de faiblesse. Mais c'est simple. Il y a 2 jours, sur le Grand Prix E3, il fait un numéro. Dans le froid, dans des conditions difficiles. Il a fallu récupérer. Il a seulement eu un jour de récup. Et là, on est encore une fois sur une épreuve à 250 km. Donc quand il commence à craquer, on est à 220 km de course dans les jambes. D'une course qui s'est déclenchée à 150, 140 km de l'arrivée quand on a les premiers coups de bordure. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a roulé costaud, on roule quand même à 45 de moyenne, encore aujourd'hui. C'est pas un petit gant en termes de rythme. Et je pense que c'est ce qui lui a manqué dans le final. Mathieu Van der Poel, c'est un peu de fraîcheur physique. Pedersen ensuite a bien manœuvré aussi. Il tombe sur un adversaire qui est qualifié. Et même s'il décide de ne plus passer de relais à partir de 1 km 500 de l'arrivée,
Pedersen ne faisant pas d'erreur, c'était compliqué d'aller le chercher. Aujourd'hui, il peut avoir quelques regrets, mais en même temps, aujourd'hui il fait 2. Peut-être que s'il était revenu dans le peloton, il aurait fait 15e parce qu'il aurait fait le job pour Philipsen. Et peut-être que devant, on aurait quand même réussi à rester et à mieux collaborer ensemble, encore. Donc ça aurait peut-être pas suffi. Et puis il y aurait peut-être un autre groupe qui serait parti. Donc il y aurait eu peut-être du mal pour Van Der Poel en fin de course. Je pense vraiment que c'est le kilométrage qui lui a été fatal. Parce qu'il y a eu le Grand Prix E3 2 jours avant et que le temps de récupérer, c'est très court entre ces 2 épreuves. On rappelle que du côté de la Belgique, maintenant, ça sera à travers la Flandre. Ça sera mercredi. Je passe désormais au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, il y a quand même quelques coureurs qui se sont un peu ratés. Je vais commencer avec Elia Viviani. Ça fait mal Viviani sur ces courses-là. Moi j'ai le souvenir de Viviani qui s'en sortait très bien sur les classiques flandriennes à l'époque où il était chez Quick-Step. Viviani. C'était un coureur qui arrivait à obtenir des résultats, des places d'honneur. Alors, parfois il se ratait sur les sprints, mais il arrivait à obtenir des places d'honneur sur ces épreuves-là, sur ces grandes classiques du World Tour. Aujourd'hui Viviani, c'est difficile. C'est un coureur qui, même s'il arrive quelquefois à obtenir des résultats, on peut dire quand même raisonnablement que ce n'est plus le Viviani d'il y a, encore une fois, de l'époque Quick-Step et même de la fin de la période Sky. Cette période Sky et Quick-Step entre 2015 et je dirais 2019 et même 2018, peut-être je m'arrêterai avant 2019, mais de ce coureur qui était capable d'obtenir des très grands résultats, d'enchaîner les grandes courses, d'enchaîner les belles épreuves, et notamment en Belgique. Là, je vois qu'il avait notamment remporté Bruges de Panne en 2018. C'était encore le format 4 jours, c'était déjà le format classique. Ça devait être, c'était quand c'est passé au format classique. Cette année-là, il fait le 2e de Gand, par exemple. Gand qui était sur un programme, je ne sais pas si c'était un programme similaire, j'ai plus le profil, je peux pas vous dire. Je pense qu'il n'y avait pas les chemins de terre à l'époque. Il n'y avait pas les chemins de terre. Ah si, ils étaient là. Si, ça devait être leur introduction, donc il avait fini 2e. Donc, oui, c'est un coureur donc, qui sait être performant sur ce type de course-là, sauf qu'aujourd'hui, Viviani, il abandonne. J'ai envie de dire que de toute manière, personne ne le mettait en favori d'Ia Viviani. Il avait déjà abandonné sur le Grand Prix E3, sur Nokere, il avait fait 25. Bon, depuis l'Australie, ses résultats sont quand même très décevants. En Australie, il avait fait 2e à Campbelltown. 2e de la Surf Coast Classic. Depuis, c'est un peu le néant. Coureur qui est en fin de contrat. Je me dis, il a 35 ans. Je vois pas une grosse équipe aujourd'hui miser sur Viviani. Est-ce que c'est pas sa dernière saison? C'est-à-dire que, imaginons, il remporte un titre olympique sur la piste à Londres. À Saint-Quentin-en-Yvelines plutôt. Est-ce qu'il continuera sur la route alors que les résultats sont quand même plus excellents? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il s'arrêtera pas après ce titre de champion olympique? C'est une question qu'on peut se poser. C'est un coureur qui est en fin de contrat, donc on verra s'il poursuivra après 2024. Coureur qui a commencé en 2010 en World Tour, en avril 2010. À l'époque chez Liquigaz Doimo. Parce que Liquigaz a eu quand même plein de sponsors. Coureur qui a quand même 89 victoires chez les professionnels. Il est proche du score de démarre. Et en avril, il avait été sur le Tour de Californie. Première victoire, c'était au Memorial Marco Pantani.
donc dès sa première saison chez les pros. Et il avait fait une deuxième victoire en mémorial Frank Van Den Broek en 2010. Donc, ça remonte au niveau de son palmarès. Il avait passé ses 5 premières saisons chez les Cougars Cannondale avant de rejoindre Sky, Quick-Step, Cofidis. On ne peut pas dire qu'il a obtenu de grands résultats. Et puis ça fait depuis 3 ans qu'il est chez Ineos. Là aussi, les résultats n'ont pas été transcendants. Encore une fois, sa dernière bonne saison, c'est 2019. Ça fait quand même depuis 5 ans que c'est compliqué du côté d'Elia Viviani. Arnaud Delis. Inquiétant pour Arnaud Delis. J'avais dit, je pense qu'il doit encore progresser sur les pavés. J'avais dit ça sur le Grand Prix E3. J'avais dit, et je pensais quand même que sur Gand, il arrivera à tenir la cadence. Il finit 90e à 5 minutes 32. Comme quoi, la chute du Samin, elle a peut-être eu plus de conséquences que prévu. Et le fait de l'avoir fait rouler à Paris-Nice, c'était peut-être pas l'idée du siècle. C'est pas la première équipe qui ferait une erreur avec un coureur. On se souvient tous de Thibaut Pinot, à qui on avait fait faire la Vuelta en 2020 alors qu'il avait déjà des problèmes physiques après le Tour de France et qu'à ce moment-là on aurait déjà dû le laisser reposer. Il n'y aurait peut-être pas eu une saison blanche en 2021 en termes de résultats. Du côté d'Arnaud Delis, j'espère qu'il ne va pas arriver à la même situation parce que là c'est vrai que ses résultats, Paris-Nice il abandonne, Nocureux, il n'était pas à Nocureux, pardon, il fait 4ème du Grand Prix de Denain. Alors c'est vrai qu'à Denain et à Corside il était pas mal. Par contre, Saxo, Gand-Wevelgem, c'est pas top. Gand, il a déjà été bon sur cette épreuve pavée, parce qu'encore une fois, il y a un peu moins de pavés que sur d'autres courses. Là, aujourd'hui, il n'est pas dans le premier groupe, donc il est vraiment très très loin. Donc d'où vient cette méforme? Est-ce que c'est la chute du Samin? Est-ce que ça engendrait de la fatigue? Il fera à travers la Flandre, il fera la route à Delhi de Vitré, puis le Tour des Flandres. Donc il va avoir une semaine chargée, notre ami Arnaud Delis. Donc ça serait bien d'avoir des résultats sur cette semaine-là, et surtout de se rassurer, parce que là c'est vrai que sa semaine avec le Grand Prix E3 et Gand, ça a été moyennos du côté d'Arnaud Delis, et ça a fait forcément douter sur la situation du coureur belge. C'est quand même déjà je regardais ses abandons, il a quand même 4 abandons quand même, déjà cette année en course. C'est quand même beaucoup. Alors là, il n'a pas abandonné, mais c'est vrai que c'est pas un bon résultat. Pour le moment, toujours 0 victoire. Après, l'année dernière, ça avait mis un petit peu de temps, je crois me rappeler, à se déclencher, non? Il avait gagné très tôt avec la Classica de Comunidad Valenciana. Ensuite, il y avait eu l'Étoile de Bessèges. Et il avait fallu attendre mai pour qu'il regagne au Grand Prix du Morbihan. Je me souvenais qu'il y avait un trou, j'avais oublié l'Étoile de Bessèges. Il y avait eu un gros trou dans sa saison. On espère qu'il y aura aussi des victoires pour Arnaud Delis sur les prochaines courses pour le coureur belge. De Genkolb, que dire Là aussi, c'est pas très rassurant. À 2 semaines du Tour de France. Du Tour de France. 20h15, et j'ai pas encore fait le montage, vous allez voir, ça va être une grande soirée. Il est pas incroyable, quoi. On est encore une fois du côté, on est à 2 semaines de Paris-Roubaix. Ça reste un gros objectif pour lui. L'année dernière, il avait été bon. Après, l'année dernière, est-ce qu'il avait fait des grandes classiques? Il était quand même mieux. Sur Gand, il avait fait 12-15 à travers la Flandre, 19 du Tour des Flandres. Donc il y a eu quand même une montée en puissance. Il avait fait 34 de la E3 Saxo classique, et ensuite il était à chaque fois dans le top 20 de chacune des courses qui suivaient. Pour le moment, c'est pas du tout la même chose pour De Genkolb. Quand on regarde bien, Alou-Latour très loin. Il fait un peu de job pour Van Uden, mais c'est quand même pas fantastique. Figueira très loin aussi. 77e du Tour de l'Algarve, 62 de Kurn, 46 du Samin, 112e de Tirreno sans faire de top 10. 34e de Corside Classique, 102e de Bruges de Panne, 97e de Gand. Là aussi, c'est un petit peu inquiétant pour le coureur allemand, à travers la Flandre, lui aussi, et puis le Tour des Flandres
dimanche prochain. Il y a pas mal de coureurs qui vont sur à travers la Flandre. C'était une course qui à une époque intéressait pas grand monde. Mais c'est vrai que maintenant, enfin, c'est une course qui est voir le tour. Mais même à une époque, c'était quand même une classique qui intéressait pas forcément beaucoup de coureurs. Mais son emplacement dans le calendrier depuis que Flanders Classic a un peu changé les choses, et ben on sent qu'il y a beaucoup des coureurs qui veulent y aller. Parce que le parcours est intéressant. Donc ça donne envie. Ça donne vraiment envie pour les coureurs d'aller sur cette épreuve. Donc c'est ouais. Parce qu'il y a quand même des beaux secteurs au départ. Donc c'est très technique. Et puis ouais, c'est une course où c'est assez rare, mais il y a un secteur dans les 10 derniers kilomètres aussi de pavés. Il y a la côte de Nocureux de nouveau. Mais ouais, il y a pas mal de belles épreuves. Après, parfois, à une époque, on n'y allait pas parce que le problème, c'est que c'était quand même pas très loin du Tour des Flandres. Donc, si tu tombes et que tu te fais mal, c'est foutu après pour ton Tour des Flandres. Mais on voit que maintenant, beaucoup de coureurs décident d'y aller. Puis, je termine avec Michael Matthews. Je trouve ça très surprenant dans le palmarès de Michael Matthews. Sur les classiques belges, il n'a jamais eu de grands résultats. Je crois, de tête, Matthews. Pourtant, c'est un coureur qui a toutes les qualités pour ce type de parcours. C'est un coureur qui frotte quand même plutôt pas trop mal, qui passe bien les bosses, qui est très bon sprinter. Donc normalement, il a toutes les qualités pour avoir des résultats. Mais c'est vrai que si on regarde Matthews en termes de palmarès sur ces épreuves-là, ça n'a jamais été si fantastique que ça. Si je regarde par exemple les classiques, Tour des Flandres, il a abandonné en 2023, 11e en 2022, 21e en 2021, 6e, j'avais oublié, en 2019. Paris-Roubaix, je crois qu'il ne l'a jamais fait parce qu'il allait toujours sur l'Amstel notamment. Mais il a presque plus eu de résultats sur Milan et sur Liège, bon sur Milan forcément, mais même sur Liège, que sur le Tour des Flandres, alors que c'est un coureur qui a toutes les qualités pour être performant sur ce type de course. Mais je pense très clairement du côté de Michael Matthews que les pavés, c'est pas sa tasse de thé, tout simplement. Alors il y va parce que son équipe n'a pas forcément 150 coureurs au départ qui sont très bons dans ce domaine-là, mais je crois que très clairement les pavés, c'est pas sa tasse de thé. Je regarde l'année dernière, ouais, il est pas... Enfin, l'année dernière, il fait le Tour des Flandres à travers la Flandre, il fait 20e, mais bon, c'est pas si exceptionnel que ça. L'année d'avant, il fait que le Tour des Flandres. 2021, il fait Gand, où il avait pris la 5e place. Mais tu t'aperçois que ouais, c'est pas forcément son plus grand terrain de prédilection. Par exemple, quand tu regardes en 2020, il en fait aucune. Il décide d'aller sur le Tour d'Italie, où il abandonne sur le Tour d'Italie. Et ouais, non, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Tu vois, la Flèche Brabançonne, mais il y a moins de pavés que à travers la Flandre, sur la Flèche Brabançonne. Donc c'est vraiment pas un type de parcours qui lui convient et qui le passionne. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il décide de ne pas aller, qu'il n'a pas jamais eu de résultat sur les pavés. Parce que j'ai toujours trouvé ça très surprenant de la part de Michael Matthews. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!